pourquoi ce titre? Parce que je travaillais avec un directeur d'entreprise qui voulait déployer une façon de manager différente, c'est-à-dire que les équipes soient auto-organisées et se gèrent elles-mêmes. Et puis, il me disait, mais voilà, on fait plein de choses, on fait des forums, des discussions, mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne change pas? Bon, je lui explique, avec des arguments rationnels, les humains, ça met du temps à changer, c'est embêtant. Hein. C'est vrai que c'est compliqué de travailler avec des humains, mais bon, pour l'instant, on n'a pas le choix. Et donc, il s'énerve. Il me dit pourquoi il ne change pas. J'en ai eu marre, mais parce que quoi, on ne change pas une culture comme on change une roue de voiture. Voilà. On ne change pas les choses comme ça. Donc voilà, qui m'a inspiré ce titre-là. Qui je suis? Alors je fais partie d'une entreprise qui s'appelle Bubble Factory, c'est le nom commercial, mais l'entreprise s'appelle Prométhyle. Et le but de l'entreprise, depuis quelques temps, aujourd'hui, c'est de créer de l'innovation. Donc de créer des produits innovants, après tout un passé de société de services. Ce qui induit une mutation importante dans cette société au niveau culturel. On ne passe pas de société de services qui répond à des clients avec des hommes-jours à une société qui crée des produits innovants du jour au lendemain. Voilà. Donc, voilà, il y a aussi une partie de mon travail à côté qui est d'accompagner en mode consulting des dirigeants ou des équipes avec deux éléments forts. Hein. J'ai tout un passé technique, mais avec deux éléments forts, le manifeste agile et l'approche systémique. J'en parlerai peut-être un peu pendant cette présentation. Voilà, et je dis souvent dans le manifeste agile, commencez par le début. Hein. Personne et interaction plutôt que process et outils. Et puis une dizaine d'années après, vous pouvez commencer à implémenter le reste. Alors, de quoi on va parler dans cette présentation? On va peut-être essayer de répondre à certaines questions. Qu'est-ce qu'une culture? Qu'est-ce qu'un changement aussi? Moi, j'ai envie d'amener un message sur le changement, parce qu'il y a le changement de faire et le changement de pensée. Le changement de faire, on y arrive tous plus ou moins. Mais le changement de pensée est quelque chose de beaucoup plus complexe qui ne répond pas aux mêmes lois que le changement de faire. Quand je dis le changement de faire, je dis un changement de procédure ou de méthode. Voilà. Alors pourquoi ça ne se change pas facilement? L'état d'esprit, si vous voulez, hein, si je résume. Hein, pourquoi on ne change pas un état d'esprit facilement? Bon, et si je m'arrêtais là, ce serait un peu frustrant, mais que peut-on y faire? Effectivement, je vous proposerai quelques retours d'expérience de choses qui amènent à créer du changement d'état d'esprit. Tout ce que je raconte là, ce n'est pas la vérité. Voilà, je ne vais pas vous mentir pour autant, hein, je vais plutôt parler d'une expérience personnelle qui est basée sur un vécu et aussi quelques bases théoriques, mais que j'ai découvert en cours de route, qui sont des références bibliographiques qu'on ne trouve pas souvent dans le milieu agile, mais qui viennent plutôt qui viennent de l'école de Palo Alto, hein, donc Bateson, Václavic. Je vous invite, pour tous ceux qui sont, je ne sais pas, Scrum Master, coach agile, manager, dirigeants, qui veulent faire du changement dans leur entreprise en termes d'état d'esprit, de jeter un coup d'œil à ça, de jeter un coup d'œil à ces références. Voilà, vous voyez bien le tableau, j'ai l'impression que c'est un peu pâle. Ça va? Ouais. Oups, mon truc n'a pas la portée attendue. Ah non, voilà. Ok, bon, les premières questions, qu'est-ce qu'une culture? Alors, on trouve plein de réponses un peu partout. Hein. Il y en a qui vous disent la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale, mais c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Après avoir lu pas mal de choses sur la culture et avoir constaté des choses dans l'expérience et dans le quotidien, je me suis aperçu que finalement pour moi, j'ai décidé que la culture ne serait pas quelque chose qu'on peut modéliser, qu'on peut décrire, d'accord, mais que la culture, ça ressemble plutôt à ça. Alors vous ne voyez pas très bien, mais on voit des petits points blancs qui se déplacent. Bon, c'est la simulation d'un trou noir qui se déplace, dans l'espace, quoi. Donc finalement, peut-être un peu pour se simplifier la démarche et être plus efficace, on pourrait dire que la culture, c'est comme un trou noir. Voilà, qui peut décrire une culture? Est-ce que quelqu'un peut me parler de la culture de son entreprise, d'accord, avec des mots? On pourrait en parler pendant des heures sans être sûr de se comprendre. Mais du coup, ce que j'ai appris, moi, c'est que la culture, c'est quelque chose d'invisible. C'est-à-dire, ça ne se voit pas, ça ne se dit pas parfois même. D'accord? Pourquoi vous faites ça? On me sort des raisons rationnelles. On ne me dit pas parce que dans notre entreprise, si on prend des initiatives et que ça ne marche pas, on est plus ou moins puni. D'accord? Donc on ne va pas écrire dans la culture d'entreprise que sont punis ceux qui prennent des initiatives qui ne marchent pas du premier coup. Voilà, donc ça va rester en très grande partie invisible. Ça déforme les choses, ça déforme les pensées, ça déforme les changements, je veux dire. Hein. Vous proposez une nouvelle méthode d'estimation, la culture d'entreprise va vous la déformer. Hein, est-ce qu'il y en a qui pratiquent le planning poker où on utilise des points abstraits ou des points de complexité? Il y en a beaucoup. Oui, d'accord. Bon, c'est une très bonne chose. Hein. On travaille avec l'intuition, avec l'instinct, on s'entraîne. Et puis il y a des managers où il y a des directeurs de projet qui déforment ça. Ils disent bon, moi j'ai constaté que finalement un point ça vaut à peu près 4 heures. Voilà. Bon,
Il y a des coachs agiles, là, dans la salle. Voilà. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on lui répond? Comment vous appelez? Émilie, qu'est-ce que vous répondez au manager qui vous dit oui, j'ai vu qu'un point c'est 4 heures? D'accord. Ça dépend. Ouais, d'accord. Donc on l'explique rationnellement que non, ça marche pas comme ça, c'est plus compliqué que ça, etc., etc. On peut même lui dire non, non, mais il faut pas dire ça, d'accord? Parce que ça peut sortir comme ça. Hein. Il va dire ah oui, c'est vrai, il faut pas le dire. Mais bon, on le sait, hein. D'accord? Voilà, quelque chose de caché, il y a des choses masquées. Pourquoi? Parce que là, la culture, c'est, tiens, un traceur culturel qu'on a là, je vais utiliser ce mot, traceur culturel, c'est la culture du travail. Tout doit se résumer à de la quantité de travail. Bon, là, je vous invite à lire, hein, on est chez Henry Ford et chez, comment il s'appelle son copain, Frédéric Taylor, hein, on est chez Ford et Taylor, la quantité de travail, ça se compte en heures, et j'achète des heures à des employés. Voilà, bon, ça masque les choses, c'est engloutissant. Hein. Vous avez dans une entreprise, il y a un directeur qui me dit ben, j'embauche des gens plein de talent, plein de motivation, puis au bout de 3 ans, ils sont comme tout le monde, ils partent à 4h30 le vendredi, puis ils me disent bon, de toute façon, que je parte maintenant ou à 20h, on se fera engueuler lundi. D'accord? Ces personnes-là, elles sont englouties par la culture d'entreprise. Voilà. Bon, en fait, voilà, c'est très puissant. La culture va être plus forte que toutes vos procédures. Vous pouvez déployer, former tout le monde au dernier framework d'agilité à l'échelle ou de Scrum ou de Kanban. Si la culture, c'est le masquage des informations, le masquage des problèmes, ça va être beaucoup plus fort que tous vos daily meetings ou vos tableaux d'impédiment. Voilà. Et donc, ce que je dis, c'est un trou noir, on va observer que les effets de la culture. Ça va? Donc on part sur cette hypothèse pour cette présentation. Après, vous n'êtes pas obligé de rentrer là-dedans, mais vous allez voir que c'est peut-être un moyen intéressant. Et il y a quelque chose au centre de ce trou noir qui s'appelle homéostasie. Alors c'est un mot scientifique ou technique utilisé pour dire le but d'une culture, le but d'une organisation, le but d'un groupe humain, c'est d'éviter le changement. Et vous, tous les jours, tous les matins, vous évitez le changement. Vous évitez le changement qui consiste à tomber dans les pommes, donc vous mangez. D'accord? Quand vous avez faim, vous mangez. Une entreprise, hein, une start-up, quand elle n'a plus de fonds, elle va changer quelque chose parce qu'elle veut rester dans son état vivant. D'accord? Donc l'homéostasie, c'est une puissance d'inertie, mais c'est aussi quelque chose qui permet de s'adapter au contexte et de changer. Bon, il y a des moments où l'homéostasie va être plus forte qu'un vrai changement nécessaire, et donc il y a des systèmes qui sont prêts à mourir pour ne pas changer. Hein, les dinosaures, ils n'ont pas voulu changer, ils n'ont pas pu, peut-être, je ne sais pas. Il y a des biologistes dans la salle. Bon, faudra, non. On a plutôt un public technique et scientifique. Non plus? Non? Littérature, philosophie, très important, littérature et philosophie. Embauchez un philosophe dans vos entreprises, hein, ça peut aider à réfléchir. Voilà. Bon, donc j'ai dit que la culture, on n'en voit que les traces. Voilà, c'est comme le Yeti. Après, ben, on y croit ou on n'y croit pas au Yeti. Hein, si je vois une trace, ça ne veut pas dire qu'il existe. Mais bon, quand on commence à voir un certain nombre de traces, ou des traceurs culturels, on peut commencer à se douter qu'il y a quelque chose derrière. D'accord? Là, je vous donne des verbatims qu'on peut entendre en entreprise. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Vous n'êtes pas obligé de vous dénoncer. Vous pouvez dire c'est un copain à moi. Ouais, il dit souvent ça. Il dit souvent c'est celui qui s'est trompé qui répare. C'est normal. C'est une règle universelle. D'accord? On voit ça dans tous les films américains. Celui qui s'est trompé répare le problème. Ou tous les films, voilà. Les clients sont chiants. Alors ça aussi, c'est un grand classique. Hein? Oui, je vois madame qui rigole. Oui, non, c'est vrai. Hein? Non? Bon, après, on peut pas non. Enfin, bon, j'en parlerai après. Hein? Voilà. Etc. C'est pas moi de faire ça. Donc là, on a un traceur qui peut-être nous amène à croire qu'on est dans une entreprise assez cloisonnée. Chacun a une fonction, chacun a une procédure à suivre. On est peut-être dans l'obligation plus de processus que de résultats. Bon, vous comprenez bien que la plupart de ces traceurs-là ne sont pas très favorables à l'agilité. Hein, c'est là qu'on va en venir, c'est que en agilité, c'est pas à moi de faire ça, non. On est collectivement responsable du résultat. C'est celui qui s'est trompé qui répare, non. L'essentiel, c'est de réparer au plus vite pour que le client redémarre sa production. On verra après, peut-être. Collaboration plutôt que contrat, tiens. D'accord? Donc vous voyez, ces traceurs-là, il y en a un qui est pas mal, c'est du coup, on fait quoi maintenant? Hein, il y a eu un problème, quelque chose qui ne marche pas, ok, c'est nous, on fait quoi maintenant? Voilà. T'as pas lu tes mails? Non, moi je lis pas les mails. S'il y a un truc important, il faut venir me le dire. Vous voyez, il y a deux traceurs culturels qui vont avoir du mal à se. Hein, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de bosser ensemble. Voilà. Donc il y a des traces autour de l'erreur, la légitimité, le pouvoir, la liberté. Tous ces éléments-là
d'accord, qui sont des concepts philosophiques, hein, quoi qu'il en soit, vont devoir, voilà, on va pouvoir les constater avec ça. Bon, donc là, du coup, vous voyez qu'une des problématiques, c'est pourquoi, hein, tiens, c'est celui qui s'est trompé qui répare. Ce qu'on va voir dans la partie suivante, c'est qu'est-ce qu'un changement finalement, hein, c'est-à-dire si je veux changer ça, qu'est-ce que je peux faire comme changement? Et je ne sais pas, par exemple, est-ce que je peux écrire une procédure qui dit clairement, c'est pas celui qui s'est trompé qui répare? Hein, tous les jours. Il faudra que je mette quelqu'un pour contrôler que c'est bien le cas. Donc il faut mettre en place du contrôle. Donc on va tourner en rond. Bon, du coup, alors qu'est-ce qu'un changement? Je vais parler. Alors on va faire un tout petit peu de théorie, mais ça va être assez illustré. Un changement, je vais parler de deux types de changements. Un type de changement qui serait de cet ordre-là. J'ai une ancienne machine à laver, j'en veux une nouvelle. Là, est-ce qu'on est plutôt OK pour dire, je peux avoir une procédure qui me dit comment je change de machine à laver? Ouais, il y en a qui imaginent une procédure de changement de machine à laver? Oui, levez la main. D'accord, ok. Un cycle en V ou... Enfin non, là on n'a pas trop le choix. Bon, okay. Voilà, ça ne veut pas dire que ça va forcément bien se passer. Ça peut râler. Moi j'aimais bien l'ancienne machine. D'accord, l'ancienne machine, ça s'ouvrait par le hublot. Je voyais le linge tourner, c'est rigolo. Quand j'avais rien à faire, je regardais ça plutôt que la télé. Voilà, la nouvelle machine, il y a plus de boutons, c'est plus compliqué, c'est électronique. Bon, n'empêche que ça, avec de la formation, de l'accompagnement, on y arrive. Ce type de changement, c'est un peu comme changer une roue de voiture. Je peux suivre une procédure, les boulons vont se défendre un peu, mais pas trop, et la roue ne va pas dire « non, non, me change pas, parce que la roue de secours, elle est pire que moi ». D'accord? Je ne vais pas avoir autant de résistance que ça. Voilà, alors ça peut être chez vous, ça peut être je change d'outil de gestion de projet agile. Hein, je passe de Jira à iScrum. Hein, ce qui est une bonne chose. Hein, voilà. Ah oui, j'ai pas dit je suis toulousain, iScrum c'est fait à Toulouse. C'est venu de Toulouse. Voilà. Alors, pour changer de machine à laver, pour changer d'outil de gestion de projet, pour changer l'organigramme de l'organisation, pour changer certaines procédures, on peut utiliser une méthode de changement de procédure qui est largement utilisée, que j'ai utilisée pendant 15 ans d'ailleurs. Hein, pendant 15 ans, j'ai mis des personnes dans des process et outils. Bon, maintenant, dans les 15 années qui viennent, je vais essayer de me rattraper et de faire l'inverse. Non, pas l'inverse, c'est pas bon non plus. Non, je vais essayer de dire que les personnes, les interactions sont plus importantes que les process et les outils. Voilà. Alors, cette feuille de route, ça, c'est utilisable, d'accord? Par exemple, pour changer un outil informatique. D'ailleurs, ça a été à peu près conçu pour. Et puis, alors, je ne détaille pas tout, mais vous voyez, alors pourquoi je vais. Alors, si mon truc il veut fonctionner. Voilà. Bon, je passe, mais ça peut être très très mal utilisé, surtout pour un changement culturel. Hein, c'est-à-dire, si vous n'apprenez pas à voler maintenant, on va tous mourir. Voler dans le sens sans voler comme des oiseaux. Hein. Apprenez à voler. Et si on ne vole pas, qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir. Donc, attention, ça peut être mal interprété, sentiment d'urgence, et c'est assez souvent mal interprété. Bon, donc je passe, mais on est dans quelque chose de plutôt top-down, de procéduré et de prédictif. Et on sait même qu'à la 8e étape, on va ancrer les nouvelles approches dans la culture d'entreprise. Bon. Du coup, moi, ça me fait penser que ce n'est pas un outil créé pour faire du changement culturel. C'est un outil qui dit, bon, au final, à force de forcer, de contrôler, de faire, les gens vont changer d'état d'esprit. Bon, ça peut marcher si vous assemblez des boîtes de conserve ou des boulons dans une usine, mais lorsqu'il s'agit d'inventer des nouvelles solutions qui n'ont jamais été inventées, c'est une activité de création, et ça met en jeu des choses qui vont bien au-delà d'une simple activité physique. Ça, c'est OK. Hein, on fait du génie logiciel. Génie, rappelez-vous, c'est comme les poètes, ça sort de nulle part. La prochaine ligne de code, vous ne la trouvez pas dans un manuel de codage. C'est vous qui l'avez inventée. En gros, elle sort de nulle part. Donc c'est une activité principalement cognitive et cérébrale. Voilà, donc je passe là-dessus. Donc voilà, c'est un peu paradoxal. En fait, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que écrire une procédure pour créer des changements d'état d'esprit est une sorte de contresens. Voilà. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas bien? Alors du coup, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Je dis que ça ne fonctionne pas bien. Ça peut dépendre de l'écart qu'il y a, de où vous partez et où vous essayez d'aller. Si je prends une très vieille entreprise, c'est des anciens fonctionnaires, d'accord, qui ont l'habitude d'avoir certaines valeurs dans leur travail. Je leur dis maintenant, vous rentrez dans un monde de compétition où il n'y a quasiment plus de règles. D'accord, on rentre dans un monde un peu sauvage. Là, vous avez un écart. Hein, vous allez avoir des écarts culturels extrêmement importants. Ça ne va vraiment pas bien marcher. Hein. Voilà, vous allez avoir les syndicats sur le dos au bout d'une semaine. Voilà. OK, donc ça ne marche pas toujours.
Et pourquoi ça ne marche pas? Le changement piloté par les pratiques, c'est-à-dire en fait vous dites je vais former tout le monde à Scrum, à Kanban, et dans 2 mois on aura l'état d'esprit agile. Hein, on n'a pas peur du futur, hein, on sait prendre des risques, on sait mesurer, hein, on explore au fur et à mesure on résout les problèmes au fur et à mesure qu'on explore. Donc les techniques prédictives là, hein, pour les changements pilotés par les pratiques vont fonctionner pour des changements qui ne mettent pas en jeu ce que je vais appeler les croyances. C'est-à-dire, je crois que le travail est une vraie valeur universelle. Hein. C'est-à-dire, j'aime pas les feignants, j'aime pas les paresseux. Ça, c'est des gens, ils obtiennent des résultats sans travailler, ils ne le méritent pas. C'est une croyance, c'est très bien, hein, si vous l'avez, si vous êtes heureux avec ça, ne changez rien. Bon, si je veux aller vers certains modèles ou travailler dans certains modèles économiques, ça ne va pas fonctionner. Hein, il faudra passer à quelque chose qui est plus. Non, je crois que ce qui compte, c'est le résultat et que même les gens paresseux sont les gens qu'il nous faut dans l'entreprise. C'est-à-dire des gens qui obtiennent le résultat en travaillant le moins possible. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer, ils vont inventer, ils vont s'autoriser à penser à des nouvelles choses hein, et à proposer aux clients quelque chose de plus simple pour moins cher, par exemple. Voilà. Ok. Alors, certains changements, par exemple, il faut changer de machine à laver, là je peux expliquer rationnellement. Vous voyez, le conscient raisonnable, hein, c'est la partie de vous à qui je peux parler rationnellement et à qui je peux dire des choses. Par exemple, votre conscient raisonnable, je peux vous dire la Terre est immobile, hein, et je le prouve. C'est-à-dire, si je lâche la balle, vous avez vu tout cela, elle est tombée verticalement. C'est-à-dire que la Terre ne bouge pas, parce que si la Terre bougeait, la balle elle serait partie comme ça, quoi. Hein, il y en a qui, voilà. Ça va, cette croyance-là, tout le monde est aligné dessus, hein, la Terre ne bouge pas. Voilà, ça c'est une croyance. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aux extraterrestres ou qui croit fermement que les extraterrestres n'existent pas? Oui, il y en a qui... Vous êtes tous agnostiques sur le sujet? Ah, ok. Alors, que vous y croyez ou pas, c'est pas l'important, mais qu'est-ce que je peux amener comme argument raisonnable et rationnel pour vous prouver le contraire? Ou pour vous faire croire au contraire? C'est une bonne question, hein? Ouais. Hein, alors si vous étiez Fox Mulder, on pourrait y passer la nuit, on pourrait y passer des semaines. Hein, j'ai beau vous amener des trucs, non. Il a vu ce qu'il a vu, il croit en ce qu'il a vu, et surtout il a construit une interprétation de ce qu'il a vu qui met en jeu des extraterrestres. Et ça, c'est ce qu'on appelle une croyance. Voilà. Alors là, elle est forte, elle est dure, elle est ancrée. Hein, on lui fera pas passer comme ça. Voilà. Alors changer de croyance, ça va être l'enjeu là des changements culturels, en tout cas pour certains niveaux. Et en termes de changement de croyance, on a un exemple intéressant. C'est Albert Einstein. Qui à un moment donné a dit attendez les gars, la gravité n'est pas une force, la balle là, elle n'est pas tombée parce qu'il y a une attraction entre les masses. Sinon la lumière ne serait pas détournée par des corps célestes massifs. Il y a un problème, d'accord? Donc Isaac Newton, c'est génial ce qu'il a fait, c'est super, c'est très utile, mais ça a ses limites, ça n'explique pas tout. La gravité n'est pas une force. Alors je me suis renseigné là-dessus, effectivement maintenant j'arrive à comprendre que la gravité n'est pas une force. Le problème, c'est que je n'ai pas remplacé par autre chose pour l'instant, donc c'est un peu le bordel dans ma tête. Si la gravité n'est pas une force, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui pourra essayer de m'expliquer tout à l'heure? D'accord? Ah non, déformation de l'espace-temps, on se déplace dans le temps, donc on est obligé de se déplacer dans l'espace. Donc en gros, nous tous et la Terre, on est en train de tomber dans une sorte de puits gravitationnel, là, infini, et puis ce truc, tac, ça nous rapproche, ça nous colle ensemble. Mais je dis ça, mais je suis sûr que ce n'est pas tout à fait ça, mais je suis bien embêté. Un changement de croyance, ça fait ça. C'est-à-dire, je ne peux pas toujours, alors parfois on a l'illumination, et ça arrive d'un coup, et c'est génial, mais parfois non, on a le trouble de, je me détache de quelque chose, je lâche un repère, et je flotte dans le vide, en attendant, voilà. Ça va? Donc, un changement d'un trait culturel, c'est changer la perception qu'on a de la réalité. Oublier ce qu'on sait de la réalité, l'explication de ce qu'on sait de la réalité, et changer. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être comme changement culturel? Bon, là, je vous montre juste. Hein. On peut être dans une entreprise où on a le traceur A, c'est-à-dire là, on a le comité de direction, qui a une méthode de résolution des conflits par l'approche communication non violente. Voilà. Alors, pour vous dire sur ces changements, j'ai un exemple assez récent. Donc, dans une entreprise, ils avaient des problèmes de communication en interne, ce qui est normal, l'entreprise silo. Ils ont formé tout le monde à la CNV. Aujourd'hui, ils ne font plus aucune réunion. Parce qu'ils ne se supportent plus, ils ne peuvent plus s'entendre une seconde, ils ne peuvent plus se parler. D'accord? Ils ont essayé de mettre une méthode sur un problème, ils ont essayé de mettre un pansement, alors qu'il aurait fallu penser le changement.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 15 ans, ces personnes ne se sont pas vraiment parlé sincèrement. On leur donne un outil pour échanger, et ben, il va falloir vider le sac, il va falloir vider 15 ans de sac et 15 ans de conflits. Donc il faut que les gens se parlent, il faut que les gens se disputent. Il va falloir passer par une phase un peu compliquée, comme quand voilà, je lâche une croyance pour aller à la suivante, quoi. Voilà, donc en fait, si quelqu'un a une procédure pour expliquer à un comité de direction que demain matin en arrivant, il ne faut plus être des gorilles, il faut être des gentils pandas qui s'entraident, hein, entre le marketing, la DSI, le commerce, voilà. C'est bien, si vous avez une méthode, vendez des bouquins. Enfin, une méthode qui marche, hein, je veux dire, parce que des bouquins qui vous racontent des méthodes pour ça qui ne marchent pas, il y en a beaucoup. Voilà. Ça va? Bon, sans plus détailler, changement de type 1, vous voyez, c'est-à-dire j'envisage le problème comme devant être résolu dans le plan existant en 2 dimensions. Là. Bon, s'il y a des mathématiciens, j'ai mes petits vecteurs là, voilà. Hein, j'ai des vecteurs là. Vous voyez, en fait, je suis dans un plan des vecteurs de, comment dire, un espace à dimension 2. Bon, bah, tout vecteur est la somme de 2 autres vecteurs, etc., etc. Mais je ne pense pas une seconde à me dire, mais s'il existait une 3e dimension. Donc un changement de type 1, c'est un changement où je ne vais pas changer les règles du jeu. Je vais améliorer, je vais changer. C'est un peu comme, vous savez, les rasoirs Wilkinson. Hein. Nos rasoirs, ils vendent pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, on rajoute une lame. Nos rasoirs, ils vendent pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, on rajoute une lame. D'accord? On en a 5, bon, bientôt on aura 20, 25 lames. Voilà. Voilà, un peu comme ce petit chat qui se dit, mince, il faudrait que je crée un changement, mais je ne comprends pas, je ne peux pas bouger ni devant ni derrière. Voilà, on se retrouve coincé sur ce changement. Je règle quelques comptes avec les chats. Voilà, il y a un peu d'historique. Alors, maintenant, on va parler changement de type 2. C'est-à-dire là, je vais changer les règles du jeu. Je vais renverser la table, je vais remettre en cause le cadre. Je vais enfreindre des règles pour voir si elles sont réelles et pas juste mentales. C'est-à-dire, par exemple, je ne vais pas envoyer mon compte-rendu hebdomadaire de travail, où je vais remplir toutes les semaines mes imputations hebdomadaires avec les mêmes données chaque semaine. Je vais enfreindre les règles. Pourquoi? Pour voir ce qui se passe. Mais en tout cas, je vais faire quelque chose d'assez illogique. Je vous montre un exemple vraiment intéressant dont on doit prendre une leçon. C'est le petit lapin. Le petit lapin, il obtient le résultat attendu, d'accord, en faisant autrement. Il y a un scientifique qui s'appelle Niels Bohr, vous chercherez, mais il y a des anecdotes intéressantes. C'est un peu des légendes urbaines, mais hein, il dit je sais ce que vous vouliez, mais je ne supporte pas qu'on me dise comment réfléchir. Hein, je réfléchis à ma façon. Il y a une sorte de rébellion. Ce petit lapin, c'est un rebelle. Il en faut dans les entreprises des rebelles. Donc, il y a plein d'entreprises qui ont éliminé tous les rebelles. Maintenant, ils ont des troupeaux de limaces. Génial, hein, pour innover, pour inventer, pour être concurrentiel. Ça va? Voilà. Donc, c'est surprenant et c'est assez illogique. Alors, si vous avez envie de créer du changement dans votre entreprise et que vous avez essayé déjà les méthodes classiques, attention, on ne commence pas par faire complètement le rebelle comme ça. Hein, on discute, on essaye. On va voir le manager, on lui dit, tu sais, les points de complexité, ça prend en compte énormément de paramètres. Donc, plutôt que de faire des grosses formules, on se base sur l'intuition et l'instinct et on s'entraîne. Et ça marche. Bon, et puis s'il ne veut pas comprendre, on va faire autrement. Bon, pourquoi c'est difficile à changer? Je vais pas. Bon, j'ai donné quelques illustrations, mais je pourrais vous donner des illustrations dans une entreprise où ça ne va pas. Le directeur, il vient et il menace tout le monde de ne pas donner de prime. Et donc là, tout le monde se dit, mince, c'est le moment, là, si je veux une prime, je vais me distinguer. Donc je vais prendre plus de risques, je vais la jouer un peu Fangio. Donc on casse un peu le collectif, hein, parce que peu de monde aura une prime. Donc j'essaie de me distinguer en me séparant de mes partenaires. Bon, si ça ne marche pas, parce qu'en général ça ne marche pas, hein, si ça ne marche pas, on peut avoir 2 choses. 1, les performances ne vont pas remonter, et 2, l'aspect, on va dire, rationaliste va augmenter. C'est-à-dire là, le chef se dit, mince, j'ai menacé de supprimer les primes, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous feriez? Imaginez, vous êtes un méchant manager, quelqu'un est un méchant manager, ou a envie de jouer un rôle de méchant manager, ouais. Hein, j'ai menacé de supprimer les primes, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant? Travailler plus? Comment je fais ça? Comment je leur dis, s'il vous plaît, travaillez plus? J'en vire un. Je lui dis maintenant, c'est plus une histoire de prime. Je vous vire, voilà, je le pends haut et court. Ouais, ok? Super, moi j'adore jouer ce rôle-là, moi je trouve ça génial. Hein, c'est-à-dire, je vais faire un exemple, mais c'est logique. Si j'en massacre un, les autres vont avoir encore plus peur, donc ils vont être super performants avec les clients, avec leurs collègues, etc. Ça va être génial. Hein, plus je leur fais peur, plus non. Bon, ça ne marche pas, au contraire même. Qu'est-ce que ça fait? Ça empire la situation. C'est-à-dire que maintenant, plutôt d'essayer de me distinguer, vu que je suis au taquet, je vais essayer de massacrer les autres.
Donc je vais dire du mal de tous mes collègues au patron en disant c'est de leur faute si ça ne marche pas. Donc en fait, on est dans un phénomène, et je vais parler tout à l'heure des signaux d'alarme, c'est-à-dire que comment se rendre compte qu'à un moment donné, j'essaie de changer les choses avec une méthode qui ne marche pas. On obtient un type de résultat qui est l'amplification des problèmes. Voilà. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que perdez de vue que les humains sont des machines logiques. Les humains ne sont pas des machines logiques, les humains sont des machines complexes. Alors si j'en mets 2, ça devient hyper complexe, et si j'en mets 7 ou 8 dans une équipe Scrum, ça devient hyper complexe. En gros, c'est une sorte de Formule 1. Si c'est bien réglé, ça marche du tonnerre, mais si c'est mal réglé, il y a tout qui explose, quoi. Voilà, donc soyons vigilants. Si vous démarrez des changements, observez qu'à un moment donné, vous allez avoir une remarque ou quelque chose qui ne marche pas là. D'accord, c'est un petit caillou sur la route. Il ne va pas falloir le laisser au milieu et dire c'est pas grave, je continue mon plan de formation, je continue à déployer. Il va falloir, parce que là, ça veut dire que là, je ne regarde pas finalement. Non, je ne regarde pas. Bon, ce qui se passe quelques mois ou quelques semaines après, c'est là, cette fois, il y a un vrai gros problème qui arrive. Par exemple, dans des startups, où j'ai travaillé quelques années avec une société d'une 50aine de personnes, ils me disent il nous faut plus de méthodes, plus de procédures parce qu'on a des projets plus compliqués. Donc j'arrive, je discute un peu avec tout le monde, et puis tout le monde a des trucs, non, je ne comprends pas. Par contre, ce qu'ils me disent, c'est en gros, dans le message, il y a eux et nous. Je dis mais c'est qui eux, les gens? Ils me disent les gens, c'est qui? C'est les autres équipes. Je dis mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, je suis allé voir le DG, et je lui ai dit écoutez, les méthodes et les process, on s'en occupera après, mais vous ne pourrez pas survivre avec vos directeurs et vos départements qui se tirent dans les pattes. Si vous étiez 20 000, oui, mais à 50, ça ne marchera pas. Dans 2 ans, vous n'allez pas... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais créer le sentiment d'urgence là. Donc des fois, je fais un peu le contraire de ce que je dis, mais bon, ça dépend. Je ne suis pas vierge d'incohérence, comme tout le monde. Voilà, ok, la culture va se rappeler à vous. Ça va, ça c'est clair, c'est-à-dire j'essaie de changer des trucs, je vois que ça bloque, je vois que ça ne marche pas bien, qu'est-ce qui se passe? Je fais pause et je réfléchis un cran au-dessus. Est-ce qu'on n'est pas sur des croyances là ou des choses limitantes? Qu'est-ce que vous allez pouvoir voir comme alarme? Et quelle heure il est? Oui, j'ai encore un quart d'heure. Vous allez voir par exemple, on tourne en rond. Donc ce que vous voyez là, ce sont des fourmis qui ont une croyance forte. Pour que ça marche, il faut que je suive la trace phérormonale de la fourmi qui est devant moi. D'accord? Donc c'est des petites odeurs qu'elles laissent sur le terrain. Manque de bol, des fois, les fourmis, il y en a une qui, la dernière croise la première, ou la première croise la dernière, elle se dit, programme automatique, moi suivre, trace. Voilà, elle se retrouve comme ça. Alors les fourmis, à un moment donné, il y a une qui dit, vous n'avez pas l'impression qu'on tourne en rond? Si, qu'est-ce qu'on fait? Changement de type 1, parce que c'est le premier qui vient à l'esprit, oh là là, il faut qu'on change de sens. Ah ouais, on va essayer. C'est compliqué, ça prend du temps, c'est de l'énergie, on se fatigue, on change de sens. Mais bon, vous vous rappelez, je vous dis, on amplifie le problème, ou en tout cas, le changement fait qu'on va maintenir le problème, là, on peut être là, dans ce cas-là. Ça peut être, par exemple, un directeur qui a du mal à voir les projets avancer, il va dire, bon, je vais mettre plus de contrôle, donc j'embauche quelqu'un pour venir faire plus de reporting et plus de contrôle. Voilà. Donc souvent, je leur dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vérifier que cette personne qui doit faire le contrôle fait bien le contrôle? D'accord? On se retrouve avec des entreprises, dont 40% de la masse salariale sert à contrôler les 60% restants. C'est bien, si vous avez des moyens, si c'est le luxe, etc., payez des gens à contrôler ceux qui contrôlent. Voilà. D'accord? Donc en fait, le problème là pour ces fourmis, c'est qu'elles ne pensent pas à prendre du recul, à changer les choses globalement. Et il faudrait qu'elles entament un changement de croyance extrêmement fort qui serait de dire arrêtons de suivre la trace de la précédente. Et là, il y en a une qui va dire mais t'es folle ou quoi? Ça fait des dizaines de millions d'années qu'on fait ça, on ne va pas changer ça, sinon c'est le BINS. Vous l'avez ça des fois? Oh non, attendez, on ne va pas enlever, on ne va pas laisser les équipes s'auto-organiser, sinon ça va être le BINS. Oui, qui c'est qui l'a entendu ça? Non? Un copain à vous? C'est pas chez vous? Oui? Souvent? D'accord. Voilà, alors il y a une autre alarme qui est le syndrome d'utopie où, vous savez, cette espèce d'idée qu'il y a un complot, le complotisme. C'est-à-dire, attendez, j'ai formé tout le monde au nouveau framework grande échelle, ou à Scrum, d'accord, ou des frameworks petite échelle, j'ai formé tout le monde à la communication de vente et ça ne marche pas. C'est qu'il y a un complot. D'accord, je discute souvent avec des dirigeants qui sont persuadés que leurs salariés ont monté un complot pour les éliminer. Alors c'est marrant parce que ça fait rire, mais des fois c'est vraiment ça, quoi. Donc, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, etc. On a dissocié les deux. Alors effectivement, j'essaie de mettre des changements, mais ces changements ne marchent pas, donc je me construis une façon de comprendre pourquoi ça ne marche pas, parce que en toute rationalité, ça devrait marcher. Spotify le fait. Pourquoi ça ne marche pas chez nous?
D'accord, voilà. Je crois qu'il y a une conférence sur ce thème-là, d'accord, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi Émilie Esposito qui en parle dans ses conférences hein, sur cargo culte agile, hein, c'est-à-dire comment je mets en place des choses qui marchent bien ailleurs, mais qui ne marchent pas chez moi. Là, je dis, ne confondez pas le résultat avec la démarche. C'est-à-dire, ne confondez pas le changement que vous voulez obtenir avec la façon d'amener le changement. Je vais en reparler juste après, c'est un autre signal d'alarme. D'accord. Bon, pourquoi je vous ai mis ces deux personnages-là parce que dans ces démarches-là, on cherche toujours une cause de base à ce qui ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, chercher la cause de base, ça a bien marché sur une voiture. Pourquoi ma voiture, elle ne roule pas bien? Parce qu'il y a une roue crevée. C'est la cause. Je répare la cause, je change le composant et ça repart. Dans des groupes humains, ça ne marche pas comme ça. Hein, y a des dirigeants qui disent ça fait 4 DSI hein, que j'embauche en 2 ans, je ne comprends pas, impossible de trouver un bon DSI. Bon, le problème n'est peut-être pas du côté du DSI. Là. Voilà. Donc Einstein pensait qu'au niveau microscopique de la physique, il nous manquait encore une étude à faire pour expliquer certains phénomènes. Et Niels Bohr lui disait non, Einstein, désolé, on est au bout. On est au bout, on ne pourra pas expliquer plus loin, donc on utilise une loi statistique qui nous dit voilà comment ça marche. Et Einstein ne voulait pas croire que c'est le hasard qui décidait de certains phénomènes. Voilà. Donc ils ont débattu, il y a eu 2 écoles, il y a eu plein d'articles, vraiment des choses très très intéressantes sur les théories. Finalement, c'est Niels Bohr qui a raison. C'est-à-dire à l'état microscopique de la matière, on ne sait pas expliquer pourquoi certaines choses. Et même, il y a des scientifiques qui ont prouvé qu'on ne pourra jamais expliquer. Donc à ce jour, il y a assez peu de scientifiques qui cherchent à continuer à comprendre le pourquoi du pourquoi. On va accepter que la réalité nous fournit son interface, mais pas la réalité elle-même, pas sa nature elle-même. Et chez les humains, ça va être un peu pareil. Donc ce syndrome d'utopie, c'est je veux comprendre pourquoi ça marche. À un moment donné, il faut dire non, attendez, stop. On ne va pas chercher à décrypter la culture ou l'âme humaine, etc. On va juste constater que ça ne marche pas et on va changer notre façon de voir. Vous avez bien compris que ces alarmes-là, c'est oula, il faut que j'arrête de travailler dans ce sens, il va falloir que je change de direction. Hein, il va falloir que je passe du petit chat au petit lapin. Ça va, oui, ça commence à être OK hein, il y a un moment donné, quand je me cogne dans le mur, il faut que j'arrête d'essayer d'avancer. Il va falloir que je tourne. Allez, une troisième alarme, les incongruences. Alors les incongruences, j'en vois une souvent apparaître, hein, c'est un dirigeant voilà, d'une PME qui dit bah, tiens, je vais former tout le monde à l'agilité. Hein, je discute un peu avec lui, je dis bah, auto-organisation, etc. Il me dit ah non, non, pas ça, non. Mais comment on va faire agilité? Ah, bah, j'ai fait un plan sur 4 mois et pendant 4 mois, voilà, il y a les formations, machin, puis après, voilà, il y a un coach qui vient 3 semaines. En fait, il a déjà tout prévu pour déployer quelque chose où on va essayer de s'adapter à l'imprévu. C'est-à-dire pour déployer l'agilité, j'utilise quelque chose de foncièrement non agile. Ça va? Ça aussi, c'est très très souvent dans les entreprises. Hein. Bon, une partie de mon travail, c'est de devenir après ça, hein, une fois que ça a bien merdé, bon, je dis, écoutez, vous avez appris que ça ne marchait pas. C'est comme Thomas Edison. Hein. Vous avez appris 999 façons de ne pas créer une transition vers l'agilité. Donc les incongruences, on les retrouve aussi parfois dans les valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est annoncé et qu'est-ce qui est vécu. Vous voyez cette charte-là, c'est une vraie entreprise hein, qui dit nos valeurs, c'est le respect, l'intégrité, la communication, l'excellence. Bon, qui veut postuler dans cette entreprise? Oui, elle a l'air bien quand même. Hein. Donc on a 3 personnes. Voilà, bienvenue chez Enron. Hein, on a ruiné nos salariés, ils n'ont pas de plan de retraite, ils sont SDF tout simplement, et nous on s'est barré avec la caisse. Mais on a des belles valeurs. Voilà. Allez, je vous en montre une autre, mais bon, vous avez peut-être compris le piège. Mais là où elle est géniale, c'est que le dernier, c'est Great Place to Work. C'est un endroit où les gens se sentent bien, on veut qu'ils se sentent bien. Est-ce qu'il y en a qui préféreraient l'entreprise verte? Oui? Bon, super. Bienvenue chez Monsanto. Voilà. Donc, l'incongruence, en fait, c'est le bullshit. Et alors, peut-être qu'il est bon de s'entraîner à détecter le bullshit. D'accord hein? On peut s'entraîner sur 1 an ou 2, ça se fait. Mais à chaque fois, il faut être un peu parano et se dire, tiens, est-ce que j'ai le détecteur de bullshit qui s'affole là ou pas? En tout cas, les incongruences, ça représente un vrai danger, c'est une vraie alarme, parce que ça mène à des risques psychosociaux. Hein, c'est-à-dire, c'est comme dans Le Petit Prince, hein, le roi qui dit à ses généraux de voler, et si ces généraux ne volent pas, c'est de la faute à qui? Hein, parce qu'ils n'ont pas d'aile, les généraux. Donc, on va mettre des personnes en culpabilité, hein, et c'est de dire, bah, écoutez, faut changer, il faut accepter tous les changements du client, mais en aucun cas, on ne change ni le budget, ni le délai, ni le périmètre initial. Là, il y a une incongruence assez forte hein, avec la conception de la réalité. Voilà, il y en a d'autres, je ne parle pas, mais il y a le déni par exemple. Hein. Non, écoutez, ça c'est problème, ça ne vient pas de nous, hein, ça vient d'ailleurs, hein, ça vient d'un autre département. Non, écoutez, on n'a pas de problème.
Hein. Écoutez, Tesla, je travaille avec des constructeurs automobiles, hein, ils me disent non, mais Tesla, c'est juste une mode. Hein. Dans leur voiture, ils ne savent pas très bien faire, ça rouille un peu à l'intérieur. Bon, je leur dis, oui, mais eux, avec leur capacité, dans 6 mois, ils ont résolu tout ça. Quoi. Et vous êtes où? D'accord? Le déni, le manichéisme, c'est-à-dire en fait, il y a des clans qui vont se créer ou s'amplifier dans l'entreprise, et l'épuisement, bien sûr, hein, à force d'essayer de changer. Surtout si dans la salle, vous êtes porteur de changement, hein, c'est-à-dire si vous êtes des gens qui doivent amener du changement, surveillez-vous aussi, surveillez-vous. Hein, il y a des Scrum Masters qui au bout d'un moment sont épuisés, alors pour se protéger, en général, on lâche, et on redevient chef de projet. C'est vachement plus confortable, chef de projet, que Scrum Master quand même. Hein. Non, il y en a qui sont d'accord ou avec moi? Ouais. Ça repose. Boudu, chef de projet, c'est facile. Hein? J'applique les procédures. Scrum Master, tous les matins, je dois inventer. Tous les matins, j'ai des problèmes relationnels. J'ai des problèmes diplomatiques aussi. Voilà, donc surveillez-vous, surveillez votre épuisement. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il me reste 5 minutes pour ça, si j'ai bien mesuré. Ou peut-être un peu plus, parce qu'on a la Vuvuzela qui n'est pas arrivée. Donc j'ai du temps. En plus, je vais boire un coup. Qu'est-ce qu'on peut y faire? En fait, là, on en est au point où on a compris pourquoi certaines méthodes de conduite du changement classique ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté des choses un peu comme le petit lapin? C'est-à-dire de jouer un peu les rebelles et d'enfreindre les règles? Non? Oui? Bon, du coup, je vais vous donner quelques idées. Alors attention, ces idées, ce sont des tactiques parmi d'autres. Essayez toujours les choses avec lesquelles vous vous sentez confortable. D'abord, c'est-à-dire de parler, de discuter, de poser les choses, hein, d'expliquer les conséquences, d'expliquer les concepts, de sensibiliser. Voilà. Si ça ne marche pas, c'est que vous vous heurtez à un mur de croyances un peu plus solide que d'habitude, et il va falloir oser faire des choses, et notamment dans la conduite du changement, quand on se cogne un mur culturel, on va s'en occuper, et une des choses intéressantes, c'est de faire réfléchir le système à lui-même. Donc c'est par exemple dans une réunion où il y a un événement donné, est-ce que j'ai... Oh non, j'ai pas d'exemple là. Mais tiens, par exemple, quelqu'un me dit, voilà, dans l'hôtellerie, hein, alors l'hôtellerie, ils se remettent énormément en question au niveau culturel, hein, et donc ils s'intéressent à l'agilité, en fait. C'est génial, hein, les hôtels, le tourisme s'intéressent à l'agilité, ils ont envie de ça. Et donc, quelqu'un me dit, voilà, j'ai une salariée un matin, le pain était dur et rassis, mais elle l'a quand même amené au petit déjeuner. Alors il me dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? Comment j'amène ces personnes à prendre conscience que ça ne se fait pas? On se débrouille autrement, on appelle, on va à la boulangerie, on fait quelque chose. Et je dis, mais écoute, de toute façon c'est fait, c'est fait. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'en parler avec tout le monde. C'est-à-dire, je prends un événement de vie qui a mis en jeu quelque chose d'automatique, hein, parce que là, la personne s'est dit automatiquement, le pain, ça n'a aucune importance, hein, c'était une croyance automatique, d'en parler collectivement. C'est-à-dire, on se réunit, on se dit, voilà, hein, je ne vais pas citer de prénom, je vais dire Madame Bleu a amené du pain dur aux clients. Effectivement, il y en a certains qui se sont plaints. Bon, on va pas l'embêter avec ça, mais on va essayer de comprendre pourquoi, collectivement, on a créé ce fonctionnement-là. Et on en parle. Après, il y a un truc important aussi, c'est de dire, attention, il y a un cadre. C'est-à-dire, il n'est pas acceptable, d'un point de vue de l'entreprise, qu'on continue, qu'on refasse ça. Il n'est pas acceptable qu'on livre en retard, par exemple. Hein. Il n'est pas acceptable qu'une release ne soit pas validée. Il y a un cadre, il y a quelqu'un qui va poser un cadre. Et dans ce cadre-là, on discute de la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, donc ça, c'est une façon de faire pour avancer. Bon, c'est une méthode très, très systémique. Hein, voilà. Alors, quand on veut être le petit lapin, qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on peut essayer de comprendre les paradoxes. Par exemple, d'un dirigeant qui vous dit « Moi, je veux me retirer de l'opérationnel, je veux que mes équipes soient auto-organisées. » Ah, ok. Et on le retrouve le lendemain qui s'énerve parce que les voitures de service et de fonction sont mal réparties. Et il est sur un papier en train de dire « Oh, mais j'en ai marre, je vais refaire le planning des voitures de service et de fonction. » Voilà. Vous voyez qu'on est dans un paradoxe là, non? Hein? Lâcher l'opérationnel, ça veut dire s'occuper de la stratégie. Voilà. Exploser le paradoxe dans ce cas-là, ça peut être de dire « Attends, je comprends pas. » Ou lui dire un truc du style « Punaise, heureusement qu'on a un stratège comme toi pour s'occuper de la répartition des voitures de fonction. » D'accord? Je ne suis pas allé contre lui. Je ne suis pas allé lui dire « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est n'importe quoi. Tu as dit que tu ne veux plus faire d'opérationnel et là, je t'attrape, tu fais de l'opérationnel. » Voilà. Bon, il a levé la tête, il a dit « Mais tu te fous de moi ?» Je dis « Bah oui. » Voilà. Et là, on a pu commencer à discuter sérieusement. D'accord, il y a quelque chose qui avait percuté. Hein, là, c'est le petit lapin.
ça lui a fait poser des questions qui ne se posaient pas d'habitude. Qu'est-ce que la stratégie? Qu'est-ce que l'opérationnel? Comment je me rends compte? À quel point je ne me rends pas compte, moi, que je veux lâcher l'opérationnel, mais je ne le lâche pas. Ça va, vous voyez cette dimension culturelle du changement, là, il y a besoin d'un changement de type 2. Hein, d'accord? Donc, lui expliquer rationnellement l'aurait peut-être mis encore plus en colère. Ou quoi, voilà. D'accord? Donc, je fais un peu comme Colombo. J'utilise la logique, je raisonne avec la personne. D'accord? Donc, on peut lui dire, attends, si je comprends bien, tu proposes, et puis on fait le parcours avec lui. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, en réunion, oui, mais on sait que tous les nouveaux produits ne vont pas marcher. D'accord? Ok, il dit ça. Et là, je fais Colombo, attends, mais tu le dis avec tellement de ferveur que soit tu as des informations qu'on n'a pas, tu as des informations qu'on n'a pas. C'est-à-dire, je ne vais pas contrôler, je ne dis pas, mais tu as tort de dire ça. Je dis, attends, mais hein, réfléchissons à ce que tu es en train de voir. 5 minutes. Ok, merci. Ok, j'appelle ça technique Colombo. Hein, on fait l'imbécile. Ah, je ne comprends pas, le ticket daté de 20h02 et le taxi de 18h47, ça ne colle pas, expliquez-moi. Alors Colombo, il sait très bien qui a tué dès la première minute de l'épisode. Même avant, parce qu'on voilà, on le sait, quoi. Ok? Voilà, donc on réfléchit à ça, et souvent, du coup, moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça déclenche une discussion qu'on n'avait jamais eue auparavant. Hein? Voilà. Alors, le premier, le suivant, une autre façon de faire. Alors ça, vous trouvez ces éléments-là dans les bouquins que j'ai cités au début, qui sont plutôt appliqués à de la thérapie familiale. Hein, parce que bon, finalement, une entreprise, c'est une famille, et on voit de plus en plus que les techniques de thérapie familiale, vous savez, les familles dysfonctionnelles, hein, qui mangent ensemble tous les dimanches, mais qui ne peuvent pas supporter, et qui se disent, on ne revient pas dimanche prochain. Et dimanche prochain, ils reviennent. Il y a un film sympa avec ça. Voilà, il y en a une autre intéressante qui est honorer la résistance. C'est-à-dire, je vais proposer un changement, la personne va dire, ah non, mais ça, c'est pas possible. Je vais attraper ce qu'elle dit, et je vais dire, mais écoute, tu as raison. Qu'est-ce qu'on en fait de cette résistance? Voilà. Donc c'est par exemple quelqu'un en formation, vous voyez des personnes en formation qui disent « Ah ouh là là, mais ça c'est dangereux, attention, oh là là, mais on ne va pas faire ça parce qu'on risque de livrer en retard. Hein, » si vous êtes formateur agile, vous avez peut-être certainement souvent ça, ou si vous êtes Scrum Master ou coach agile interne, vous avez peut-être souvent ces oppositions, « Ah, on ne maîtrise pas le budget, etc. etc. » Et là, qu'est-ce qu'on répond? On ne répond pas « Attends, non, tu as tout faux, je t'explique. » On répond « Ouh là, le budget, mais tu as raison. C'est super important de s'occuper du budget. » Du coup, viens avec moi, regardons comment fonctionne Scrum, ou qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse pour faire de l'agilité et maîtriser le budget. Est-ce qu'il y en a qui font de l'aïkido? Du jiu-jitsu? Non. Ah, à Lille, il n'y a pas de... Non? Bon. En fait, l'aïkido, c'est je vais rentrer très rarement en confrontation directe avec mon adversaire, je vais plutôt utiliser son mouvement, sa force, ou du judo. Il y a du judoka là quand même. Ah, voilà, mademoiselle, judoka. Quelle ceinture? Ceinture verte. Et ceinture marron, ouais, un peu au-dessus. Ouais. Ok. Donc, en judo, quand l'adversaire pousse, qu'est-ce que je fais? Je recule, je l'accompagne et hop, je lui fais un machin gaqué extérieur, quoi. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? C'est vrai. L'adversaire me pousse, je ne vais pas contre sa force, j'utilise sa propre force. Et honorer la résistance, c'est exactement ça, cette mentalité-là. Hein? Donc je vais comprendre ce qu'il y a au fond de la résistance et je vais me dire il y a forcément quelque chose de très positif là-dedans parce que les personnes, la plupart du temps, veulent le bien du groupe, veulent le bien de l'entreprise. Voilà. Par exemple, un développeur qui dit oh là là, mais qu'est-ce qu'il pourrait dire un développeur? Il pourrait résister en disant oh là là, mais j'ai pas le temps de faire du test. Si on fait ça, j'aurai plus le temps de faire du test. Oh là là, attends, le test c'est super important. Mais donc t'as raison, on peut pas dire qu'il faut plus faire de test. Ok, comment on organise l'inclusion du test dans les estimations dès le départ? Tiens, et même si on le cachait au management, on dit développer ça, c'est temps. Il y a quoi dedans? Il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. D'accord? Voilà. Donc, essayez. Alors, c'est pas évident de trouver toujours dès le premier coup la bonne piste, mais c'est pas grave. Revenez-y plusieurs fois. D'accord? Tout ça, ça demande de l'entraînement. On ne saute pas 6 mètres 16 à la perche du jour au lendemain. Et ces techniques-là demandent qu'on essaye, qu'on échoue et qu'on apprenne. Bon, si vous êtes à l'Agile Tour, c'est que vous savez que l'agilité, c'est faire, essayer, apprendre, d'accord, des erreurs qu'on fait. Alors, il y en a un qui est rigolo, que moi j'aime bien, qui est plus vite, plus loin, plus fort. Là, c'est, par exemple, tiens,
un groupe de managers et de directeurs qui disent en formation, oh là là, mais l'agilité, mais tout ce que tu nous racontes, c'est vachement bien. Mais on ne pourra pas, parce que ici, tel département, il nous bloque, parce que là, machin, parce que les clients, ils ne sont pas prêts, parce que nos salariés, là, regarde, comme ils sont dans tel état, etc. Voilà, à un moment donné, j'ai dit, oula, ok. Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter la formation là, et on va prendre le temps qui nous reste pour faire une chose. On va écrire une lettre à la direction générale pour l'expliquer que l'agilité, c'est mort, ça ne marchera pas chez nous. Et que vous tous, là, les managers et les directeurs, vous expliquez pourquoi, parce que suite à cette formation, vous en concluez ça. Je vais plus vite, à la limite, je leur fais un résumé, je vais arrêter de vous plaindre, arrêtez de vous torturer, allons directement à la conclusion. Plus vite, plus loin, plus fort. Hein. Et là, alors à votre avis, qu'est-ce qu'on a fait? Alors qui pense qu'on a fait la lettre à la direction? Ouais. Ça aurait pu, là j'ai pris le risque. Alors attention, il faut assumer après, hein. J'ai pris le risque. Bon, moi je m'en fous, je vais en formation, je repars après, quoi. Hein. Bon. Mais n'empêche, j'aurais bien fait mon métier là. J'aurais eu la confiance d'avoir fait mon métier bien comme il faut. C'est-à-dire ne pas lancer cette entreprise dans la double tenaille ou la double injonction qui est que la direction générale veut de l'agilité, mais tous les managers, les directeurs sont flippés de trouille à l'idée d'y aller. Voilà, donc j'amplifie par la pensée. Je peux aussi, si vous avez un bar ou un truc où on mange et que c'est toujours sale, vous pouvez aussi amplifier le fait que ce soit sale. C'est-à-dire venez en douce le matin et déposez encore plus d'assiettes sales et de gobelets sales. Et laissez faire les choses. D'accord? J'amplifie. En fait, ça s'appelle aussi, en familier, augmenter le bordel. Hein, voilà. Dans la théorie, ça vous dit augmenter la complexité du système. Hein, c'est-à-dire je viens semer le doute et le trouble. Allez. Et donc, bon, il y en a pas mal. Il y en a une vraiment importante peut-être à prendre, c'est prendre du recul. Vous êtes dans une réunion où vous vous battez avec un collègue pour savoir qui doit finir de tester ou je ne sais pas, un problème que vous avez comme ça. Et vous débattez, puis ça fait 2 minutes que vous débattez. Ça peut être long, 2 minutes en débat, et puis vous commencez à vous redresser et vous allez bientôt en venir aux mains ou au coup de sac à main en fonction de vos habitudes. Là, il est temps de se dire, oulala, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On monte d'un cran. À quel jeu on est en train de jouer? Vous savez, il y en a qui se disputent pour les PC et les Mac. Hein, est-ce qu'on doit prendre des PC ou des Mac? Bon, je leur dis, mais vous êtes sûr que le débat est vraiment technique là? Petite prise de recul. Hein. Un directeur commercial et un DG qui se disputent. Qui a sauvé la boîte? Oh, c'est moi, j'ai sauvé la boîte, machin. Oui, mais non, mais sans le commerce. Oui, mais sans les appareils. Bon, je leur dis, attendez, à un moment donné, arrêtez, sortez là, on verra qui est la plus grosse. On gagnera du temps. Je parlais de masse cérébrale. Hein. Voilà. J'ai pas fini la phrase. Hein. Bon, bah, du coup, ça a coupé net. Alors, vous voyez, ça, il faut pouvoir se l'autoriser. C'est 2 personnes avec qui je collabore très, très fréquemment hein, et avec qui je peux m'autoriser ça. Hein, si des gens que je connais moins, j'aurais dit, attendez, quel est le débat? De quoi on est en train de vraiment parler là? À quel point c'est important de savoir qui a sauvé le monde? Ok? Ou alors essayer de relativiser. Il y a une personne qui vient me dire, oh là là, Internet, le débit a baissé, machin, etc. Alors c'est à cause de, puis machin, puis j'avais dit. Je dis, mais quoi, c'est l'invasion de cricket, c'est la fin du monde, il y a des gens qui vont mourir ou aller en prison? D'accord? Prise de recul. Je ne rentre pas dans son débat technique, je change, je fais comme le petit lapin, j'enlève la barrière. Et là, du coup, on a parlé d'autre chose. Ça a été assez intéressant, la discussion qu'il y a eu. Voilà. Ça va? Voilà. Bon, ce que ça demande, bon, je parle. Alors attention, avec ça, gérer les risques. Hein, vous voyez, là, ça marche toujours? Oui. Là, je vous cite des exemples dans un milieu où je vais citer des exemples avec le niveau de protection qui va bien. Hein, c'est-à-dire, si vous risquez votre emploi, il faut peut-être y réfléchir à 2 fois. Est-ce que vous êtes prêt à perdre votre emploi? Perdre une mission de conseil ou une mission de formation, ça n'a rien à voir avec perdre son emploi. L'entreprise dans laquelle je suis, donc je suis salarié d'une entreprise, hein, je travaille donc avec le directeur général et les salariés, et j'ai un contrat de non-subordination avec le directeur général. C'est-à-dire j'ai le droit de lui dire ce que je veux, hein, je suis un peu le fou du roi, c'est un contrat moral qu'on a. Voilà. Donc, comment ça va marcher? Eh ben, on envoie des impulsions, on voit ce qui se passe. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on pense autrement. Et on observe comment bouge ce système-là, cette jelly, comment elle fonctionne. Hein, et on va en apprendre petit à petit. Et on en apprend beaucoup plus en faisant des expériences comme ça, sur une équipe, sur un système, sur une entreprise, qu'en analysant, alors ça c'est ma version, qu'en analysant des comptes rendus de tests de personnalité, des comptes rendus de tests culturels, tout un tas d'outils finalement, hein, qui ne remplacent pas la perception des relations et des personnes qu'il y a dans l'entreprise. Vous vous rappelez la première valeur du manifeste agile, ce que je vous disais au début, les personnes et les interactions d'abord. Tous les modèles, tous les tests de personnalité, ce sont des outils, ce sont des processus. Et puis moi j'ai une croyance assez forte. Hein. Je ne supporte pas qu'on mette des personnes dans des cases. Chaque humain est sa propre case.
Voilà. Et chaque système, chaque entreprise va avoir son propre fonctionnement. Donc voilà pourquoi les méthodes que j'appelle les méthodes vache qui rit, les méthodes standards de déploiement, de processus, d'outils, de tout ce que vous voulez, je ne cite pas de nom, j'appelle ça les méthodes vache qui rit. C'est-à-dire ça sent rien, ça n'a pas de goût, ça passe facilement. Ça fâche personne. Bon, si ça sent la vache qui rit, c'est que ça ne créera pas de changement. D'accord? Préféré, qu'est-ce que vous avez dans le coin de bon fromage? Et je finirai là-dessus. Pardon, là? La boulette d'Avenne. Ça sent, ça. C'est fort, hein? Avec peut-être un vin du sud-ouest, là, un Buzet, là? Non? Pas de vin. On n'a plus de goût après, voilà. D'accord? Ça va créer du changement. Si ça a du goût, si ça sent, si ça dérange, si ça fait bouger les choses, ça crée du changement. Voilà. Je finis là-dessus. Voilà, avec juste des trucs que j'aime bien, c'est pour faire un chêne centenaire, c'est-à-dire pour changer une culture, il faut deux choses. Il faut un gland et 100 ans. Voilà, et je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Personne ne veut savoir qui est le gland.